On va faire les présentations. Delphine Fedorov, donc vous êtes cinéaste, vous exposez chez Fuchs des photos et un film. Donc quelle est en réalité la genèse de ce film? Ça s'est passé comment? Cette envie de... Vous étiez sur place, place Maïdan? Je me suis retrouvée effectivement sur place Maïdan, mais non pas directement pour les événements tels qu'ils se sont déroulés par après. Je suis sur l'écriture d'un prochain film qui concerne la position de la plupart des personnes que j'ai rencontrées à Maïdan, qui était celle d'une position apolitique et plutôt l'expression d'un ras-le-bol général sur le fonctionnement du gouvernement actuel. Il n'était pas du tout question d'un mouvement contre la Russie ou contre les Russes, voire même contre la langue russe en soi, mais contre une forme de corruption, de fonctionnement qui était en décalage complet avec les gens qui se trouvaient sur place. Donc pour moi, c'est un mouvement citoyen avant tout. Et donc voilà, j'ai voulu aller les retrouver pour cette raison-là en premier. Des amis sur place aussi avec qui j'avais tourné un premier film. Et puis le jour en arrivant, les événements ont pris une sorte d'intérêt journalistique et international, étant donné une intervention de la police ukrainienne. Je pense qu'à partir de là, il fallait que je puisse, tout en étant à l'intérieur du campement, entre guillemets, c'est-à-dire de la place Maïdan, il fallait que je puisse tourner autour, c'est-à-dire élargir la question et surtout ne pas rester focalisé sur cette violence directe. Et donc on est rentré dans une guerre de l'image. Et en ce moment, je pense qu'au travers des images que je travaille ou des paroles que j'essaie d'aller grappiller via des contacts à Kiev, j'essaie de déconstruire les images qu'on nous impose vraiment pour le moment, qui sont des images de pouvoir, à savoir qu'il y aurait un camp contre l'autre. Je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est ce qui se passe pour le moment, mais j'ai dit que c'est un élan qui s'est amplifié grâce au pouvoir, lequel, peu importe la question, ce sont des hommes qui à un moment donné ont utilisé la volonté d'autres hommes à simplement se retirer d'une forme politique pour revendiquer une vie, comme on m'a dit, classique, normale. Quand tu dis que les images qu'on nous impose aujourd'hui sont mensongères, dans le sens où elles imposent une direction, donc un camp contre l'autre, il y a une troisième voie possible? Je pense, j'ai envie de croire qu'il y a encore une troisième voie possible, même si elle va avoir tendance à être de plus en plus écrasée, de plus en plus étouffée, en tout cas au niveau de sa représentation. Alors ces deux camps qui sont nommés par des personnes extérieures, des pro-russes ou des pro-ukrainiens ou des pro-européens ou des pro-Maïdan, des anti-ceci, ces mouvements-là existent, mais disons qu'ils sont représentés majoritairement et du coup de manière écrasante par rapport à ce souffle de vie en fait, qui était de on occupe Maïdan pour dire on veut autre chose, autrement. Tout en sachant qu'il n'y a parfois pas de représentation possible à cette envie. Mais quelle serait idéalement la solution pour toi? Bon, pour le moment, c'est soit l'emprise... La solution, c'est celle que j'entends très très peu sur des très courts témoignages de personnes plus dans les campagnes qui disent « mais nous sommes slaves et les slaves ne peuvent pas se battre entre eux ». C'est un rapport... La solution, ce serait d'arriver à faire revenir une autre forme d'image que les images dominantes en ce moment. C'est-à-dire des personnes qui sont capables de cohabiter ensemble, pour qui la langue n'est pas du tout un problème, mais une langue peut devenir un problème quand un pouvoir extérieur arrive à justifier que cette langue devient problématique. Et du coup, il y a un bombardement de ce type d'image, même si ce sont des sons, c'est-à-dire qu'on parle différemment, on en donne une représentation différente. Et je pense qu'en retravaillant sur des images très, très primaires de liens entre ces personnes. C'est un peu une démarche typique à des artistes, je pense à Chantal Akerman qui a aussi qui a fait des films sur l'Est, mais qui a aussi cette approche
de filmer les gens, de filmer les paysages? Je crois que j'essaye à certains moments où moi je suis dépassée aussi. Il faut savoir que donc, la semaine où je suis arrivée, 2 heures après m'être retrouvée sur la place, donc il y a eu la première attaque violente de la police et puis les tirs de sniper 2 jours après. Et donc il y a un état d'effroi où, par rapport à tout ce qu'on vit à ce moment-là, on s'en recule. Et donc je crois que les images que je travaillais à ce moment-là essayaient de retrouver quelque chose de commun au-delà de la situation terrifiante que nous étions en train de vivre. Donc tu étais en direct, tu ne pensais pas à ce que tu faisais, tu pensais à témoigner d'une réalité. Qu'est-ce qui a fait que tu étais pratiquement la seule femme aussi sur cette place? Parce qu'ils ont demandé d'évacuer. Non, sur la place, toutes les femmes. Donc la place en elle-même, les femmes étaient là, merveilleusement organisées pour pouvoir nourrir aussi les personnes qui allaient maintenir les barricades. Dans les toutes premières barricades, là où les snipers ont commencé à tirer, il y a eu une demande d'évacuer les femmes que j'ai délibérément niée, on va dire. J'ai simplement relevé ma capuche et j'y suis allée. Et je n'y suis pas allée pour reporter des choses ou témoigner directement. Je crois que de la même manière que j'ai ressenti moi une sorte d'appel, alors ça paraît un peu mystique, je ne suis pas du tout mystique, mais je pense qu'il y a des moments où on est tiré par quelque chose où la compréhension à ce moment-là ne se calcule pas. On cherche à se protéger, on cherche à trouver une position dans laquelle on sera le moins en danger possible. Mais, donc ce que tu as produit, ce n'est pas un documentaire, c'est autre chose. Ces derniers jours, je l'ai appelé un vomissement. Un vomissement. C'est fort, ça, comme... Un vomissement dans le sens où, justement, toutes ces images ou tous ces sons, à un moment, ont pris une force sur moi-même aussi, ont commencé à m'inventer et auraient très bien pu influer aussi sur ma raison, sur ma manière de penser. Je pense qu'une des qualités d'un travail artistique, c'est de pouvoir, face à ces réalités qui peuvent nous bloquer, nous immobiliser, il y a une possibilité avec l'art de traverser ça aussi et d'en rechercher une autre image. Et je crois que moi ici, en vomissant ces images, c'est comme ça que je me suis soignée aussi en partie. Je continue à me soigner avec ça. Oui, donc il y a l'art en tant qu'acte thérapeutique, on peut dire, vis-à-vis d'une situation qui est catastrophique. Je dirais oui, personnellement, pour moi, dans ce cas-ci, mais je dirais non. En même temps, je suis toujours assez souvent dans des formes d'ambivalence parce que quand je dis que c'est pas un documentaire non plus et que c'est un vomissement, je crois que j'exagère un peu. Il y a une partie documentaire dans le sens où, si on revient 2 secondes sur cette notion d'image qui à un moment formate le réel, donc l'image de l'autre, l'image du pouvoir qui va formater le réel de notre quotidien à nous, citoyens. En revoyant mon film actuellement, je me dis, mais ces images sont arrivées à un bon moment, on n'en voit presque plus. Maintenant, on voit des images du Pravi Sector ou des images de pro-russes, et je ne vois quasiment plus en fait de citoyens. Alors, est-ce que ça a réellement changé? Est-ce que l'Ukraine est envahie d'extrême droite et de militaires ou de pro-russes armés militairement par les Russes? Je n'en sais rien. Mais voilà, de l'extérieur, oui, cette image me perturbe. Et du coup, j'ai presque l'impression que sur un mois de temps, j'ai un document qui est presque archaïque. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change tout ça? Une TV privée faite par des citoyens, par des artistes? J'ai repensé à la question du mécénat, ces jours-ci, en me disant que c'était peut-être le seul moyen que des choses... Je ne crois plus, en fait, au mouvement privé. Je pense que j'ai une vision de plus en plus catégorique sur la manière dont les médias sont directement à la droite d'un pouvoir ou de l'autre. Même s'ils sont de gauche ou de droite, je pense qu'il y a de moins en moins la place pour l'image de la personne de tous les jours.
celle que je croise dans le bus, celle avec qui je parle. Et pourtant, il y a une liberté énorme. Oui, sur YouTube, tu peux filmer, tu peux mettre... c'est incroyable, tout ce qu'il y a, cette révolution numérique a amené le citoyen à faire sa TV lui-même. Mais comme on dit toujours, la fois passée, on se le disait en rigolant aussi, trop d'images tue l'image. Il y a un moment donné, on se noie aussi dans toutes ces informations, toutes ces images qu'on nous donne. Donc ça demande aussi, non pas une capacité de pouvoir les regarder, mais de savoir les trier pour les voir. Et ça, on n'a peut-être pas cet outil-là constamment en main. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait viser plus sur une forme d'éducation de l'image? Non, ça me ferait peur parce que ce serait aussi directif. Je ne sais pas, moi j'ai envie de croire qu'en continuant à travailler sur des rapports de l'émotion avant tout, je crois que quand je vais chercher des visages et des instants très particuliers d'une forme d'émotion, sans tomber dans du dramatique qui pourrait bloquer les gens aussi dans leur rapport à ces images. Je crois que là, j'arrive à toucher quelque chose, et en tout cas, non pas donner une réponse, mais à ce que ça suscite un peu une forme de remise en question sur ce qu'on croit pouvoir voir. Oui, le fait d'avoir choisi le noir et blanc pour dramatiser davantage, c'est pourquoi ce choix du... Parce que c'est vrai que dans l'expo entière, il y a effectivement je vais rester sur l'image en noir et blanc. Il y a l'idée clairement de l'anachronisme. C'est-à-dire que le mouvement que j'ai vu, les sensations que j'ai eues avec ces personnes me semblaient intemporelles ou anachroniques. C'est-à-dire je n'étais pas... pour moi, je n'étais pas en février 2014. Et pourtant, oui, mais quelque chose de très fort et de très sensitif. D'universel. Ouais. Ou d'intemporel, quoi. Je ne sais pas à quelle période de l'histoire j'avais l'impression d'être. À certains moments, pas tout le temps. Il y avait aussi bien des mouvements de colère que de solidarité, que de douceur, que d'organisation. Tout ça, je le rappelle, dans un mouvement apolitique au départ. C'est-à-dire il y avait des petits groupements, effectivement, du private sector d'un côté, des petits groupements d'un autre, mais cette organisation constamment s'auto-régulait, comme un être vivant en soi, maintenu par l'extérieur, qui tentait d'essayer de contenir sa propagation. Et je pense que ce qui fait peur actuellement à certains régimes politiques, c'est que certaines images rappellent ça. C'est qu'il n'y avait pas qu'un mouvement politique à écraser. La question était autre. Et c'est quoi la question? Ben, la question, là, en tout cas pour les personnes et pour moi-même, était-il possible de rêver ensemble, non pas rêver, mais partir de nos rêves pour poser un acte qui serait celui du non? Nous ne tolérons plus les systèmes tels qu'ils sont là. Et ça partait d'un rêve, et quand je demandais aux gens, avec le minimum de communication que je pouvais avoir, je disais, mais quel est le sens d'être ici? Quel est le but? Quel est le rêve? Ils me disaient, mais le rêve, ça ne doit pas être un rêve. Ça doit devenir une vie où moi, j'ai des enfants, je ne dois pas me tracasser tous les jours pour comment je vais faire vivre mes enfants. Ou est-ce que mon mari reviendra ce soir parce que pour pouvoir gagner sa vie, on fait aussi un double travail. C'est ça qui est intéressant aussi avec l'Ukraine, qui est revenu très souvent dans certaines discussions là-bas, c'est le double fonctionnement et le double regard qu'on peut avoir sur ce pays. Il y a un fonctionnement officiel, tout comme il y a un discours officiel. Et puis il y a une sous-couche en dessous, quelque chose d'autre se passe. Et dans le rapport avec les individus, c'est pareil. Rien ne se dit de manière frontale.